Mesdames et messieurs, épisode 19, c'est validé à 100%. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue et également je vous invite à vous abonner car nous allons parler de cet épisode 19 de Bleach Thousand Year Blood War. Générique. Cet épisode fait revenir Bleach sur les rails et c'était un plaisir pour vous dire à quel point le truc est sérieux, l'ending passe à la trappe. Par contre, je vais en placer une pour Jujutsu Kaisen qui a décidé de ne revenir qu'à partir du 31. Yo, grosse pute! Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça, mais plutôt de l'épisode 19 de Thousand Year Blood War. C'était bien, mais j'ai des choses à dire. Ah oui, je suis frustré, la faute à Ichigo en même temps. Le mec est sorti de son entraînement et j'ai envie de dire... Enfin! Ce bâtard a été beaucoup trop long. Donc a priori il aurait réussi à surpasser le stade de Shinigami, à voir quelles sont ses nouvelles capacités et surtout si elles sont intéressantes. On ressent un peu plus cette ambiance de la guerre, les vaincus reçoivent un châtiment. Ça hésite pas à couper des têtes, c'est splendide. Et là où dans cet épisode on a encore un nouveau Bankai qui nous est montré, eh bien celui-ci vient un peu redorer l'image du Bankai. On présente toujours le Bankai comme éveil ultime et synonyme de grande puissance mais sans aucun effet secondaire. Mais cette fois-ci, il est montré comme pouvant être une lame à double tranchant. Et rien que ce détail-là vient nous rappeler que maîtriser son Zanpakuto et ses deux formes est loin d'être une chose facile. Commençons par le commencement de l'épisode comme d'habitude pour parler de tout ça. Comme je le disais, Ichigo est sorti, portant un drôle d'accoutrement au passage. Et apparemment celui-ci lui permettra de passer la barrière aux 72 épaisseurs qui séparent le Seireitei du palais du roi. Et encore une fois, un petit détail qui vient appuyer le fait que le palais du roi est un lieu sacré, un lieu très sécurisé. Pour ce genre de détail, Kubo, il est fort. Y a un mec de la division 0 qui tente de lui mettre un petit coup de stress. Ouais, avec le Shumpo, t'en as à peu près pour une semaine, hein, flemme d'utiliser l'ascenseur express. Et t'as Ichigo qui répond dans le plus grand des calmes. Ok, ouais, quoique, même une demi-journée, je pense j'y arrive. Le gars se permet d'être un peu insolent et après tout, il a de quoi. Le début de cet épisode, c'est vraiment une petite montée en hype. Parce que le sauveur de la Soul Society arrive, l'OST en fond avec Ichigo qui appelle Urara pour leur dire qu'il va les protéger. Là tu sens le retour banger. Bon du coup je suis frustré parce qu'on le reverra plus du reste de l'épisode, mais bordel qu'est-ce que je suis hypé maintenant. Jugram accompagné de Ishida va donc juger les Quincy qui ont perdu. Et là on voit que le mec il est un peu switch de personnalité, il est plus ténébreux, plus sérieux et il s'implique vraiment dans la bataille. Et en réalité ce jugement n'a pas pour unique but que les perdants subissent une sentence, mais pour que leur pouvoir, toutes leurs données de combat reviennent au roi. Le gars a son multi-XP personnel. Quand tu vois la peur dans le regard du Quincy qui va se faire décapiter avec la balance qui penche juste au-dessus de sa tête, limite tu es à la place du gars et t'as l'impression que c'est toi qui va te faire buter. Et là ce qui est intéressant c'est que Ishida, face à ça, il est choqué et il se pose des questions. Était-ce vraiment nécessaire? Et c'est là qu'on voit qu'en réalité, Jugram cherche à tester Ishida, à tester sa loyauté envers le roi et ses objectifs. Parce qu'après tout, ce sera son successeur. Tous les Quincy, y compris lui, ont bu du sang du roi, ce qui fait d'eux une extension de lui-même. Leur destin est de servir le roi, mais pas que dans le fait d'être son armée personnelle, mais aussi dans le fait d'être sa source d'énergie. On arrive alors au combat de l'épisode qui était lui, vraiment bien. La mise en scène, l'animation, le manque d'OST qui ne laisse que la voix effrayante de Asnoth, tout était bien pensé. Mais là encore une fois je suis frustré, hein, on va dire que je chipote pour rien, mais je trouve que le personnage méritait une meilleure mort que celle-ci. Et ce qui fait que cette fois-ci, ce combat est intéressant, c'est que le personnage, le Sternritter en lui-même, est intriguant. Que ce soit pour son chara-design, pour son pouvoir ou encore même pour sa voix. Le personnage est clairement inspiré de l'horreur, de l'épouvante en général, donc t'as pas l'impression d'être face à un ennemi Quincy, mais plutôt d'une créature tout droit sortie de Conjuring. Alors Rukia, qui a enfin le droit à son petit moment dans cet arc, va nous en mettre plein la vue. Elle a enfin éveillé le pouvoir de son Zanpakuto qui fait baisser la température corporelle de son manieur sous 0 degré, pouvant même aller, vous l'avez vu, jusqu'au 0 absolu. Et là où on a encore ce cliché shonen de « j'explique mes capacités », eh bien dans ce combat-là, ça a été utilisé comme il le fallait. Chacun cherche à faire peur à l'autre en lui expliquant pourquoi son pouvoir le vaincra. D'un côté, on a Asnoth qui veut que la peur qu'il dégage se fasse ressentir par Rukia, donc il appuie le fait que la peur est quelque chose d'immatériel qui peut passer à travers toute protection, et elle lui montre justement que cette peur même ne peut pas être acheminée jusqu'au plus profond de son être, même si elle a beau traverser toute barrière, elle ne peut pas traverser un corps dont les cellules ne sont pas en mouvement. Et pour le coup, il faut le reconnaître que Kubo a fait un très bon choix en mettant ces deux personnages en opposition. Et la question est la suivante, comment effrayer la peur en personne? En lui montrant simplement qu'elle ne t'atteint pas, Rukia a supposé que c'est ce qui s'est passé lorsqu'elle a réussi à congeler son adversaire avec le 0 absolu. Certainement pas. Avec le petit flashback que l'on a eu du Quincy, on voit qu'il a déjà été confronté à toutes les peurs du monde, hormis celle de la mort, avant de rencontrer le roi.
Le combat en lui-même ne lui procure ni peur ni douleur, ce qui lui fait peur, c'est l'échec. C'est l'échec de décevoir son roi. C'est alors qu'il entre dans un élan de folie et il dégaine son Volstendish. Et c'est là qu'on voit que le choix du seiyuu a été merveilleusement fait. La voix de Betelgeuse de Re:Zero. Le doubleur qui réussit à inspirer cette peur rien que par la voix qu'il donne à son personnage a réussi à reproduire la même chose avec Aznod. Regardez-moi cette forme, cette voix qu'il a à présent, on dirait un ange de la mort. Et à présent son pouvoir, la peur qu'il inspire réussit à atteindre Rukia par ce qu'elle voit. Car la peur avant toute chose est ce que tu perçois avec l'aide de tes sens. Ici, en l'occurrence, celui de la vue. Rukia se retrouve entourée par les yeux de Aznod. Carrément, elle voit des scènes d'épouvante où elle voit ses amis et son frère mourir lorsqu'elle ferme les yeux. Et lorsqu'elle était vraiment à deux doigts de sombrer dans la peur, le grand frère débarque, Byakuya Kuchiki, toujours avec ce flow légendaire et cette impassibilité. Lui aussi fait l'erreur de regarder Aznod dans les yeux, mais envoie l'attaque de son adversaire aux oubliettes. Et lui qui pensait qu'il utilisait son Bankai se voit surpris lorsque Byakuya lui annonce que ce n'était que son Shikai. Ayant perdu Senbonzakura Kageyoshi, il a pu redécouvrir son Zanpakuto. Et pour bien être insolent et faire tomber cet air supérieur qu'à Aznod, il le remercie d'avoir fait ça. Grotesque ce capitaine, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Leur adversaire entame alors une transformation digne de Berserk. C'est alors à Rukia que son frère laisse l'honneur d'achever l'ennemi, Aka no Togame. Enfin, après tout ce temps où l'on connaît le personnage, on a enfin droit à son Bankai. Une tempête de neige envoie alors Aznod dans l'au-delà, et nous pouvons apprécier la sublime apparence que confère ce Bankai à Rukia. Byakuya, son frère qui n'avait jusqu'alors jamais reconnu Rukia comme étant sa sœur, la félicite, lui reconnaît qu'elle est devenue forte et s'avère même être bienveillant à son égard. Après tout ce temps, surtout pendant l'arc de la Soul Society, on voyait qu'il ignorait totalement Rukia. Ce moment est enfin celui qu'elle attendait, elle qui avait peur de l'échec tout comme son ennemi, voit enfin l'homme qui n'est pourtant pas son frère de sang la reconnaître. Ensemble, ils s'en vont alors pour protéger cet endroit qui leur tient à cœur des envahisseurs. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour ce sublime épisode 19. La relation qu'il y a entre Byakuya et Rukia, personnellement, je la trouve magnifique, parce qu'à la base, le sang ne les lie pas, qu'elle est en réalité la sœur de la défunte femme de Byakuya, mais que malgré tout, un amour inconditionnel lie les deux personnages. Bleach redevient Bleach, très clairement en plus avec Ichigo qui va débarquer, on ne peut s'attendre qu'au meilleur. Merci à vous de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, que votre Bankai s'éveille et moi je vous dis sayonara. Evil monstrosity, the right man, so unjust.